parlé tout à l'heure du rendez-vous à Antalya qui n'a pas donné grand-chose entre les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. Mais cet après-midi, il y a aussi le Conseil européen qui se déroule à Versailles. Les 27 chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Alison Tassin, vous êtes sur place. Je parle spécifiquement d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz parce qu'on vient d'apprendre qu'ils ont discuté avec Vladimir Poutine ce matin. Que sait-on de cet échange, Alison ? Oui, tout à fait. Et il faut noter que c'est le 5e appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine depuis le déclenchement de la guerre il y a tout juste 2 semaines. Un dialogue donc qui se poursuit. Et ce matin, le coup de fil s'est déroulé avec donc d'un côté Emmanuel Macron depuis l'Elysée, Olaf Scholz, le chancelier allemand depuis Berlin et donc Vladimir Poutine depuis la Russie. Les demandes sont toujours les mêmes de la part des Européens. La demande d'un cessez-le-feu immédiat, mais aussi de trouver toute solution possible, je cite, à la crise qui doit être négociée. Les négociations toujours mises en avant donc entre la Russie et l'Ukraine, alors même que ce sommet n'a rien donné ce matin. Alors sur le Congrès maintenant, le but cet après-midi d'abord, Alison, c'est de continuer à afficher l'unité des Européens. Oui, parce qu'il n'y a pas de décision radicale à attendre, à l'instar de cet embargo américain ou encore britannique décidé mardi à l'encontre du gaz russe. La seule option pour l'instant envisagée pour l'Union européenne, c'est tout simplement de diviser par 3 ses importations de gaz russe d'ici la fin de l'année. De même qu'il n'y aura pas d'adhésion éclair de l'Ukraine à l'Union européenne, ni de la Géorgie, ni de la Moldavie, comme certains le demandent, parce que cette solution notamment n'a pas la faveur d'Emmanuel Macron. C'est un sommet de sursaut, estime-t-on, du côté de l'Elysée. L'idée, c'est surtout de se mettre d'accord sur des principes. On le sait, l'Union européenne n'avance jamais aussi vite que durant les crises. Et il y a donc d'autres sujets à mettre sur la table, comme la politique militaire de l'Union européenne qui pourrait avancer encore un peu plus. Et puis l'idée aussi pour Emmanuel Macron, c'est d'essayer de mettre sur la table un plan de relance pour les conséquences de cette crise ukrainienne. En effet, un peu à l'instar aussi de ce qui s'était déroulé pendant le Covid en juillet 2020. Merci beaucoup, Alison Tassin. Yves Bertoncini, vous qui êtes président du mouvement européen France, est-ce qu'on va voir cet après-midi une nouvelle image d'unité, voire peut-être les Européens aller encore plus loin? On parle notamment d'un nouvel emprunt mutualisé, si j'ose dire, comme pour la crise Covid. Le sommet de Versailles était prévu de longue date, mais en Absolument, effet, il n'est pas spécifique pour l'Ukraine. Ça va être l'occasion de réaffirmer cette unité européenne à laquelle Vladimir Poutine ne s'attendait sans doute pas. Réaffirmer que l'Europe, évidemment, condamne cette agression russe en Ukraine. Elle a déjà été solidaire du peuple ukrainien qui a montré sa résistance héroïque. Elle a été aussi dans la sanction de la Russie. Les sanctions peuvent encore augmenter. Ce qui va s'ajouter cet après-midi, c'est aussi une réflexion, cet après-midi et demain, sur les conséquences à plus long terme à tirer. Par exemple, en matière de réduction de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Là, il y a des désaccords dépendance technologique, dépendance alimentaire, voilà. Il y a des désaccords, il y a des tensions, parce que d'abord, il y a des situations de départ qui sont, je dirais, différentes. Mais ce qui va vouloir être réaffirmé, c'est en effet cette unité européenne qui est assez nette et au fond qui nous rappelle pourquoi la construction européenne existe. Tout ça, c'est de la géopolitique. Ça a été lancé parce qu'on avait peur de Staline. Ouais. Ça a été relancé au traité de Maastricht parce qu'on avait peur de l'instabilité créée par la chute du mur, et donc on a fait l'euro. Et bien là, on est dans un 3e moment fondateur. Alors, pour nous qui sommes au soutien des Ukrainiens, maintenant, tout va se jouer en Ukraine. Je le dis parce que Vladimir Poutine avait 2 idées en entrant dans cette guerre. C'est que d'abord, le peuple ukrainien n'existe pas vraiment et que les Européens et les Occidentaux lui sont hostiles. Alors, il est démenti très vivement sur le premier point. Il s'est trompé. Il y a un peuple ukrainien, il y a un nationalisme ukrainien, il y a une résistance héroïque. En revanche, il va être conforté dans son autre idée. C'est-à-dire que les Européens et les Occidentaux lui sont hostiles. Mais en ayant affiché cette opposition, il y a quand même des canaux de dialogue qui sont maintenus. Et donc, c'est comme ça que les Européens vont continuer à se positionner, avec en pointe Emmanuel Macron, mais aussi Olaf Scholz, parce que dans la précédente crise, l'annexion de la Crimée, il y avait eu ce qu'on avait appelé l'accord de Minsk, le format Normandie. Eh bien donc, c'était la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Maintenir l'opposition et le dialogue, et en attendant que sur le terrain, je dirais, les troupes russes peut-être se trouvent à nouveau confortées à de très grandes difficultés qui amèneraient Poutine
un compromis. Avec Olaf Scholz qui s'est rapproché des positions françaises par rapport aux positions défendues par Angela Merkel depuis plusieurs années, notamment sur l'attitude vis-à-vis de la Russie avec la suspension et même l'arrêt du fameux Nord Stream 2. François-Xavier Pietri, il y a donc un nouveau train de sanctions qui a été décidé, qui va être confirmé cet après-midi. De quoi parle-t-on exactement? Alors en fait, ce sont des sanctions qui visent à compléter, on va dire, rendre plus efficaces les sanctions qui ont déjà été adoptées depuis le 23 février. Par exemple, l'exclusion de 3 banques biélorusses du système de paiement international SWIFT. Pourquoi? Parce que la Russie utilisait ces banques en quelque sorte pour contourner la même mesure qui frappe plusieurs banques russes. Les dirigeants européens devraient également élargir la liste des oligarques et des dirigeants russes qui sont sous le coup des sanctions déjà adoptées par l'Europe. Je rappelle que là, on est à peu près à 700 personnes. Et puis, il va y avoir aussi de nouvelles mesures concernant, cette fois, l'utilisation des crypto-monnaies, le bitcoin et les autres, qui sont utilisées souvent, justement, pour contourner les sanctions, et de nouvelles mesures concernant le trafic maritime. Voilà, donc l'ensemble, c'est plus des mesures de complément, on va dire, que de nouvelles mesures de sanctions fortes. Et il faut s'attendre, Yves Bertoncini, à une avancée sur la fameuse défense européenne, ou ça va rester une chimère? Non, les Européens savent qu'ils doivent se défendre davantage. Il y a eu des annonces, ça a été fait à Berlin en particulier, investir enfin davantage. Il y a un objectif de consacrer 2% de son PIB aux dépenses de défense. Très peu de pays tenaient cet objectif. La France en faisait partie, mais très peu. Donc il y a un sursaut. Maintenant, il va falloir être très attentif à la façon dont tout ça se fait en articulation avec l'OTAN. Parce qu'au fond, la leçon de cette crise, c'est que l'OTAN nous est indispensable face à la brutalité russe. Et donc il faut absolument que les efforts européens se fassent en très bonne intelligence avec l'OTAN. Autant l'autonomie stratégique, il faut la développer en matière énergétique, en matière industrielle, en matière alimentaire, technologique vis-à-vis de la Russie, autant l'autonomie stratégique en matière militaire vis-à-vis de l'OTAN, ça passerait assez mal vis-à-vis de beaucoup de nos partenaires. Et j'ajoute, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, parce que quand bien même on serait autonome de l'OTAN, qu'est-ce qu'on aurait fait de plus dans la guerre en Ukraine? Mais cette autonomie, elle coûte très cher. Comment on la finance? Alors, il y a des pays qui ont les poches bien plus profondes que nous, je dirais, parce qu'ils ont tenu leur compte. Les Allemands, vous le savez, ils tiennent leur compte, leur économie va bien, ils peuvent tout à fait financer, y compris par l'emprunt, parce qu'ils ont, ils ont les capacités de manœuvre. Il y en a d'autres qui sont plus en difficulté, et la France en fait partie. D'où l'idée d'ailleurs de ce plan de résilience qui pourrait en effet être décidé, ce qui serait une bonne chose. On a fait un plan de relance après le Covid. Là, on pourrait faire un plan de résilience pour aider les pays qui vont souffrir, parce qu'ils sont dépendants du gaz russe, parce qu'ils accueillent des réfugiés, et donc financer tout cela par l'emprunt. Mais pour les dépenses militaires, on est dans autre chose. On est dans le budget normal, je dirais, des États, et beaucoup d'États, le Danemark l'a aussi fait, vont dépenser plus, simplement parce qu'ils ont des marges de manœuvre. Et j'ajoute, ils n'ont pas l'arme nucléaire, qui coûte aussi un peu d'argent à la France. Et tout ça va se faire sous l'égide, évidemment, d'Emmanuel Macron sur les semaines qui viennent, et peut-être les mois s'il est réélu. Il est en campagne, le président. Il a parlé à ses troupes hier. Il les a exhortés à continuer à faire campagne, malgré le contexte qui le porte, évidemment, naturellement. Notamment sur un point qui est la réforme des retraites. On vous dit exactement ce qu'il va proposer, les remous que ça va susciter. À tout de suite.